1965, Mbombo Njoya est nommé ministre adjoint de la Culture et de la Jeunesse au ministère dont Etekim Mboumoua est le titulaire, en même temps que Paul Biya est nommé directeur cabinet du ministère. Les trois hommes se mettent à réfléchir sur les problèmes de la jeunesse et essayer de trouver des solutions à y apporter. 11 février 1966, Amadou Ahidjo institue et fait célébrer la première fête de la jeunesse. Un mois après, l'équipe de Tekim Mboumoua lance l'idée d'instituer le professionnalisme au football au Cameroun. C'est une levée de bouclier, une grogne de fonctionnaires, car alors qu'une grande majorité d'entre eux gagnent entre 15 000 et 20 000 francs, et Tekim Mboumoua et son équipe proposent 22 500 par mois pour des gens auxquels on demande tout simplement de s'entraîner et de jouer. Et Tekim va donc faire appel à l'arbitrage des élus de la nation. Pendant 4 jours et 4 nuits, le projet sera défendu devant la représentation nationale. Les débats seront houleux et une courte majorité l'emportera. Le projet de loi est adopté, mais 2 ans plus tard, la loi sera remise en cause et abrogée. Mais pourquoi? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la tribune de l'histoire. Il faut rappeler ici, avant toute chose, que le budget du Cameroun en 1965 s'élève à moins de 20 milliards de francs CFA et que c'est un sacrifice énorme que va faire le gouvernement pour mener à bien cette opération. Nous avons rencontré certains acteurs qui étaient partie prenante à cette aventure. Voici ce qu'ils disent. Quand le gouvernement nous a octroyé ce fameux salaire de 22 500 francs, il y a eu une grogne des fonctionnaires. Les fonctionnaires n'étaient pas d'accord. Parce qu'à l'époque, 22 500 francs, c'était quand même beaucoup d'argent. C'était beaucoup d'argent. C'est l'Assemblée nationale qui a pris sur elle de mettre fin à cette situation-là. Non, l'Assemblée nationale a pris sur elle de mettre fin à la situation. Ils ont voté une loi pour dire que vous ne gagnez pas. C'était à une époque où vous perdiez beaucoup et que les gens n'étaient pas disciplinés. Est-ce que tout le monde assistait bien aux entraînements comme il fallait tout le temps? Oui, tout le monde s'entraînait régulièrement. Bon, mais on peut bien... Il n'y avait pas des absents qui venaient juste pour la fin du mois? Non. Chaque fois qu'il y avait rassemblement, tout le monde répondait présent. Alors c'était difficile de croire que les gens n'assistaient pas aux entraînements. Ngale, vous étiez postier, donc je ne vous donne pas la parole. Vous confirmez que tout le monde se rassemblait parce que selon des informations, les gens, les députés seraient plaints que vous ne venez pas aux entraînements, vous n'êtes pas disciplinés et qu'on ne voit beaucoup de gens que pour venir à la fin du mois percevoir le salaire. Koto Colbert. Moi, je pense qu'avant qu'on arrive, n'est-ce pas, vers c'est-à-dire en 67, il y a eu d'abord, c'est-à-dire un petit changement parce qu'on avait fait piètre figure, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Oui, vous avez fait piètre figure, vous reconnaissez vous-même. En Côte d'Ivoire, au Mali et en Guinée. Ce qui fait que le ministre Mbombo Njoya était mal placé pour vous défendre. Il avait même demandé qu'on nous suspende pendant peut-être 5 ans. Si ce n'était, n'est-ce pas... le ministre Mbombo Njoya avait demandé qu'on vous suspende. Qu'on nous suspende. Parce que, bon... Lui qui vous a obtenu ça veut dire qu'il était... Non, oui, c'est-à-dire qu'il y avait un très mauvais comportement quand on était d'abord en Côte d'Ivoire, parce qu'il s'agissait, n'est-ce pas, des jeux africains. C'est à partir de là, puis... Bon, mais lui, il n'était pas encore ministre, il était président de l'Africa Foot. Oui. Donc, en ce moment, il n'y avait pas encore cette bourse. Oui, c'est-à-dire, en commençant par là, il n'y avait plus, n'est-ce pas, de stabilité, c'est-à-dire que bon, les dirigeants n'étaient plus, n'est-ce pas, d'accord avec le joueur parce qu'il y avait quand même, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'indiscipline. Mais on continuait donc vers, n'est-ce pas, les 65, 67. Bon, je ne sais pas, c'est comme je pouvais dire, comme ce que mon frère et collègues, n'est-ce pas, de football, qui disait que lui, qu'il ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Parce que quand vous évoquez ici que
Je ne sais pas s'il il y avait pas de résultat. Nous, on n'était pas d'accord si c'était ce qui est fait que, n'est-ce pas, qu'on suspende, n'est-ce pas, cette bourse-là, oui, ce salaire qu'on vous a donné. Oui, oui. Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vous prends ce qu'on a raconté, ce qu'on vous aurait reproché. Première chose. Et deuxième chose, pour moi, c'est pour dire que quand même, l'État a tenté de faire le professionnalisme. Parce que l'histoire, c'est quoi? C'est qu'on remonte, qu'on apporte aux gens les éclaircissements sur ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu ceci ou cela, au lieu qu'on continue toujours à dire l'État n'a jamais rien fait, l'État... Oui, monsieur. C'est que, bon, quand il y a eu, n'est-ce pas, une proposition, du moins une décision qu'on devait nous payer, oui. C'est-à-dire qu'on devait faire un semi-professionnalisme, les joueurs, on n'avait pas demandé ou convoqué les joueurs, n'est-ce pas, pour qu'ils assistent, n'est-ce pas, pour leurs décisions. Ben, après, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus, n'est-ce pas, nous donner cet avantage-là, on ne sait pourquoi. On n'était pas au courant, mais subitement, on a su qu'il n'y avait plus, n'est-ce pas, cet avantage, ce qu'ils nous avaient promis de nous donner. Donc, nous ne pouvons pas. Si peut-être les coulisses, les gens ils ont su ça ou bien... Mais pendant plus d'un an, on vous a payé. Oui, pendant un an, oui. Vous étiez payé, vous jouiez, vous étiez payé. Oui, sans problème. Moi, je crois que il n'est pas normal de dire que la prime a été suspendue par manque de résultats. Parce que si vous prenez en compte les 3 matchs que nous avons joués, à l'extérieur en plus, on a joué à Ouagadougou, on a joué à Conakry et puis à Bamako. Vous avez joué à Bamako, à Conakry et à Abidjan. Moi, je vous ai vu à Abidjan. D'accord. Mais si on s'en sort avec des nuls, on ne peut pas dire qu'on n'a pas fait de bons résultats. C'est pas possible. Parce qu'aller gagner un match à l'extérieur, c'est pas souvent évident. Il y a encore à l'époque où vraiment les mentalités n'étaient pas... Mokoko veut ajouter quelque chose. Mais j'ajoute que à Bamako, nous avons joué le samedi et à Abidjan le dimanche. Hier ou aujourd'hui, on était pas des professionnels. Mais vous étiez des professionnels puisque vous étiez à Yaoundé, vous étiez votre rôle, on vous payait pour apprendre, pour jouer. Non, je sais pas. Je veux qu'on se comprenne un peu là. C'est que les gars qui travaillaient, ceux qui travaillaient, allaient vaguer à leurs occupations, à leur boulot normalement. Donc, on n'était pas des professionnels. Donc, Ngale allait bien travailler à la poste. Oui, il avait 2 salaires. Oui, il avait 2 salaires. Ils avaient 2 salaires, donc tu comprends. C'est-à-dire qu'il faut préciser. Ceux qui étaient internationaux avaient 2 salaires. Oui, non, ceux qui étaient, c'est-à-dire ceux qui étaient internationaux et qui travaillaient. Moi, je n'ai pas connu celui qui était international et qui travaillait. Et mais monsieur Ngale travaillait à la poste. International. Il n'était pas international. Oui. J'étais élève, j'étais international, mais j'étais élève. Je n'avais pas les 22 500 francs qu'on donnait, qu'on attribuait aux internationaux qui s'entraînaient à Yaoundé. Moi, quand il y avait match, on m'appelait. Quand il y avait match, on m'appelait de monter à Yaoundé. Toi, tu étais international et élève. International. Et tu n'avais donc pas... Oui, gagné même la Coupe des Tropiques. On avait gagné même la Coupe des Tropiques. Oui. Et tu n'avais rien. Rien, j'avais rien. Alors, ceux qui étaient internationaux, n'est-ce pas, avaient, n'est-ce pas, leur salaire. Lui, quand il dit aujourd'hui qu'il était élève et qu'on ne lui payait pas... Non, c'était à l'époque. Nous parlons aussi de l'époque. Moi, je sais qu'on nous envoyait, on m'envoyait de l'argent, mais je n'étais pas basé à Yaoundé. Chaque mois, on nous donne de l'argent. Et à un certain moment, chaque mois, on vous envoyait de l'argent. Et à un certain moment... Pour moi, c'est une découverte maintenant. Oui, toi, tu étais élève international, tu ne percevais rien. C'est-à-dire que je ne sais pas... Ça, argent. Bon, je demanderai ça un jour au sultan Bomodio. Tu demanderais ça un jour au sultan Bomodio. Oui, mais il faudrait le lui demander quand je suis présent. Avec ceux qui étaient à Yaoundé qui percevaient ce salaire-là.
Mais il dit que lui, il était à Douala, on lui envoyait À l'argent. Yaoundé, tu ne percevais pas de salaire. Qu'on se comprenne, qu'on se comprenne. Non. Il était à Yaoundé, ça veut dire quoi? Ceux qu'on convoquait à Yaoundé ou bien ceux qui résidaient à Yaoundé. Ceux qui étaient censés aller s'entraîner à Yaoundé. Mets ton micro. Mais c'est ce que j'ai dit. Non, Et moi, c'est-à-dire, moi, je non. le dis parce que je me rappelle bien, j'avais loué une chambre à Yaoundé et je devais aller à l'entraînement tous les jours. Et j'avais mon salaire. Ceux qui n'étaient pas à Yaoundé n'avaient pas de salaire. Moi, je sais Toi, que, tu étais où? moi, c'est-à-dire, d'habitude, n'est-ce pas, quand il y avait Un match, on on nous convoquait, on allait, n'est-ce pas, faire des entraînements, c'est-à-dire on faisait la présélection et après Mais tu avais ton salaire tous les mois, étant à Douala. Oui, on me donnait du salaire, c'est-à-dire quand je me rendais, n'est-ce pas, après les trucs. Si je suis l'intervention de Koto, je dirais donc que c'est à travers des agissements comme ça. Toi, tu étais gendarme. Moi, j'étais gendarme. J'étais. Ouais. Il était présélectionné. Sélectionné. Et il touchait cette pension. Non, moi je n'ai pas touché de cette pension. Tu n'as pas touché de cette pension. J'étais présélectionné. Vous voyez que Epé te dit qu'il avait loué une chambre à Yaoundé. Ça veut dire que être dans une équipe, ça veut dire que vous devez être dans une même localité et faire vos entraînements régulièrement. Donc si par exemple on a supprimé cette prime ou ce salaire, c'est parce qu'on s'est aperçu que il y avait des gens qui étaient à Douala. Parce qu'il était question que ces joueurs aillent vivre à Yaoundé. Donc Koto, par exemple, lui vivait à Douala. Toi, tu vivais à Yaoundé. Oui, mais d'autres ne vivaient pas. Tout le monde. Les Mbappé, tout le monde l'embêtait. Le feu l'embêtait. Les Bélés, Tout tout le ça, monde tout était à le monde Yaoundé. était à Yaoundé. Ils étaient censés être à Yaoundé. Non, pas ça. On était à Yaoundé. Tous étaient à Et Yaoundé. comment Koto, lui, il était à Douala? C'est ça qui me surprend. Moi, c'est-à-dire que quand on nous donnait de l'argent, je sais que on se déplaçait, c'est-à-dire on allait faire les stages à Yaoundé. C'est à Yaoundé qu'on faisait les stages et on nous donnait l'argent. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est parti à Yaoundé, rester à Yaoundé et faire ce qu'on appelait, je ne sais pas, le professionnalisme là-bas. Non, mais lui, il est là. Et Epé te dit qu'il avait loué une chambre à Yaoundé. Moi, je pense qu'il est arrivé un moment où Koto n'était plus appelé en sélection. Oui. Et je pense que c'est à cette période-là que... Oui. Peut-être. C'est à cette période-là que... Qu'on a demandé, Non, qu'on a c'est à demandé cette période que les gens aillent qu'on- rester à Yaoundé. on avait décidé de payer les internationaux. C'est à ce moment-là, Koto, lui, n'était plus international à l'époque. Il n'était plus là. En 1970, quand Bessala revient de Mexico, auréolé, le gouvernement du Cameroun décide de l'envoyer en France pour en faire un grand boxeur. Son appartement à Paris est loué par le gouvernement, l'ambassade le prend entièrement en charge. Le gouvernement du Cameroun signe un contrat avec un entraîneur français qui doit s'occuper entièrement de Bessala. Mais nous qui étions à Paris avons vu très souvent l'entraîneur le chercher pendant 2-3 semaines sans le voir. Pour le trouver, il fallait aller dans les bars de Barbès où on le trouvait. L'expérience a duré 2 ans et demi. Le gouvernement a vu qu'on ne pouvait rien en tirer. On l'a ramené au Cameroun. La deuxième chose que je vais citer, c'est que en 1970 toujours, alors que le Cameroun n'était pas aussi riche qu'aujourd'hui, le gouvernement avait créé le Fonds de développement des industries cinématographiques, le FODIC. Dans ce fonds, l'État avait mis 1 milliard de francs. Cet argent, on devait le prêter aussi aux cinéastes camerounais qui voulaient faire des films, pour que c'était des emprunts, on le leur prêtait, et la vente des films devait rembourser l'emprunt. Malheureusement, 70 à 75% de Camerounais qui avaient pris cet argent n'ont jamais réalisé de films. Tout ça pour dire que quand on dit que le gouvernement n'a jamais rien fait pour les jeunes, c'est très grave. Germain Zogdoul, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Alors, je vous ai dit que nous étions venus chez vous pour continuer cette émission qui est consacrée à ce que le gouvernement camerounais a fait pour la jeunesse et la culture dans ce pays. Beaucoup de Camerounais, soit par mauvaise foi, soit par ignorance, vous disent toujours que le Cameroun n'a rien fait. Alors, nous avons fait la première partie
dont on a parlé de sport et tout. Et nous estimons que le cinéma, la culture est une affaire des jeunes. Et que le Cameroun se soit intéressé à ça, ça veut dire qu'on a pensé aux jeunes, à la jeunesse et à la culture. Je vous demandais, avant d'arriver au FODIC, quel âge vous avez? J'ai 81 ans et j'ai pris ma retraite de fonctionnaire à 55 ans pile en 1992. Mais maintenant, j'ai fait 81 ans. Oui. Alors, avant d'arriver là, qu'est-ce que vous avez fait dans votre parcours scolaire et professionnel? Parce qu'il faut que les gens sachent qu'on n'est pas arrivé comme ça. Je suis né à Nkolnvolana, à Bomban. En 1937, mon père était évangéliste, moniteur. J'ai fait mes études de 1946 à 1951 à la mission protestante d'Nkolnvolana. J'ai eu le CEP à 14 ans. J'étais le premier du centre de la Bomban, d'ailleurs, plus jeune. Mais j'ai perdu mon père à 11 ans en 1948. Il était évangéliste. J'ai eu le CEP à 14 ans. Au lieu que la mission m'envoie à Libamba, je n'avais plus de pension. Je n'avais personne pour payer la pension. On m'a envoyé moniteur. J'ai enseigné à 14 ans. 1951. En 1952, on a ouvert le cours complémentaire de Berthois. J'ai écrit une lettre avec ma main à M. Klein, directeur de l'enseignement. Il n'y avait pas encore de ministre de l'Éducation nationale. Je suis orphelin, j'entends que vous ouvrez un cours complémentaire à Berthois. Je sollicite mon inscription. Et la réponse est venue par lettre recommandée. Nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes inscrit en classe de 5e. Donc, je n'ai pas fait la 6e. Cours complémentaire. Le CC. Ce qu'on appelle maintenant collège d'enseignement général. Oui, c'était d'abord ENIA. ENIA. Oui, nous, on a commencé le cours complémentaire, on a transformé ENIA. École normale d'instituteur adjoint. Oui. Et puis, je sors de l'ENIA de Berthois, on m'envoie instituteur à Bafia, instituteur adjoint, à Kiki, à Bafia. J'ai fait 1 an à Kiki. Le brevet élémentaire? Non. Justement, là, vous me rappelez ça, parce que j'étais très faible en orthographe. Au brevet élémentaire, il y avait une note éliminatoire. Mais j'avais le premier prix de mathématiques de Berthois, j'avais le premier prix de physique et chimie. Faible en orthographe. Et j'avais eu la note éliminatoire. Et quand on m'envoie instituteur, je pose ma candidature libre au BEPC. Je ne connaissais pas l'anglais. J'ai acheté à 6 000 le bouquin d'anglais de l'époque. En 1 an, j'ai bûché, Je me demande comment vous êtes né, vous êtes de l'Est, parce que c'est nos frères de l'Ouest qui étaient habitués à être premiers en mathématiques et faibles en orthographe. Non, les gars de l'Est sont intelligents. Non, je sais, mais je dis faibles en orthographe, mais très brillants en mathématiques. Oui, les gars de l'Ouest, parce qu'ils comptent les 1000 francs. Absolument. C'est comme ça que nous on disait ça. Moi, je connaissais les équations. De ça, le calcul mental. Ouais. Allons-y, vous passez le BEPC. Le BEPC, je lance ma candidature libre au BEPC. Je passe. J'avais peut-être 2 en anglais, il n'y avait pas de note éliminatoire. Mais en 2e langue, j'ai fait les physiques, j'ai travaillé sur la loi de Joule. Parce que là-bas, cours complémentaire, on apprenait les physiques et chimie en 4e. Je passe le BEPC. Je demande qu'on m'intègre instituteur adjoint parce que j'étais payé jusque-là comme moniteur. Parce que j'avais eu à Berthois le diplôme de moniteur, le DMEG. J'avais le DMEG. Quand j'ai eu le BPC, un monsieur qui s'appelait M. Fouman, chef de service de l'enseignement, à la direction de l'enseignement, il me répond méchamment par une phrase que je n'oublierai jamais. Il dit, votre obtention du BPC ne vous donne pas ipso facto le droit d'être instituteur adjoint. C'est bien. Je laisse tomber et on lance des concours. Je fais 3 concours. Instituteur adjoint, inspecteur des douanes et entrée à l'école d'agriculture d'Nkolbisson. La même semaine, les résultats viennent. Je passe les 3. Et vous choisissez? J'ai choisi l'école d'agriculture. J'ai dit l'enseignement
Ils n'ont pas voulu me répondre. Quand j'ai travaillé, j'avais le BPC. Et puis la douane, celle qui est devenue... Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 57. Et vous allez rester en Colbison pendant combien de temps? 1 an. Et vous sortez comme... On sort aide-conducteur d'agriculture. Parce qu'il n'y avait pas encore d'ingénieurs. Tous les blancs qui étaient là étaient des conducteurs. Aide-conducteur d'agriculture. Et après? 58, on nous affecte par ordre de mérite. Moi, je prends le paysanat, les petites maisons CEMAC. On appelait ça le secteur expérimental de modernisation de l'agriculture. À l'ouest, il y avait le SEMCA. À l'est, il y avait le SEMEST. Là, nous étions de belles petites maisons qui avaient remplacé les blancs, les coopérants. Bon. Je suis chef de poste agricole à Omvan, à côté d'un fou. C'est nous qui nous occupions de la collecte du cacao. Dans chaque village, il y avait un jardin, afou psycholo, c'est-à-dire plantation de démonstration. Tous les jours, le chef de poste, on avait là 2 chevaux, on avait un camion Renault pour transporter. On faisait le ramassage du cacao fermenté, on contrôlait. C'est nous qui mettions ça à la vente, le centre de groupage. Alors, vous êtes chef de poste et jusqu'en quelle année alors vous restez à l'agriculture? Je suis chef de poste agricole. Quand je quitte Mfou, on m'affecte à Ekoudou, au village de Stemengue, de la belle famille, c'est chez les Ava. On m'affecte à Ekoudou. Là-bas, il n'y avait pas de voiture, au moins 1 fois par mois. Je me suis trouvé en difficulté. Et un compatriote, un grand frère, Gobé René, était directeur du semestre. René Gobé. Oui, à Berthois. Je lui ai écrit que je souffre ici. Il m'a fait affecter par Dina Herman, qui était chef du bureau du personnel, m'a affecté à Berthois. C'est de Berthois qu'on reçoit l'avis du concours d'aller à l'école d'agriculture tropicale de Nogent-sur-Marne en 61. Et je fais le concours, là je passe major de ma promotion, on est 10, on part. Si on veut faire l'agriculture tropicale, il n'y a pas de cacao là-bas, c'est dans les serres, dans les grands magasins. On trouve M. Coste, qui a fait le café et cacao en Afrique, qui a amené la culture du cacao au Cameroun. C'était notre professeur, il dit, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Le cacao, c'est chez vous. Tous les autres camarades qui ont fait le cacao sont rentrés après 6 mois. Moi, j'ai choisi de faire le stage pratique au BDPA, Bureau pour le développement de la production agricole. Et on passait dans les maisons des jeunes de la culture. Et vous rentrez donc en 62. En 62. Et c'est comme ça que vous êtes retrouvé dans le même avion que le président Paul Biya. Oui, j'avais déjà vu le président Paul Biya dans une réunion chez un gars à Ondo qui faisait les mines, réunion des étudiants. Ils étaient encore étudiants. On a fait une réunion du parti là-bas chez, je crois qu'il s'appelait EFALA. Donc, vous vous retrouvez dans le même avion quand vous rentrez en 62. Vous arrivez donc en 62. Vous êtes affecté où? Je suis affecté directeur de l'école d'agriculture de Bolova. Comme je vous disais là, j'ai remplacé un ingénieur agronome, un gars du Nord, qui a remplacé un blanc, parce que ce n'était que les blancs qui étaient Ça dure combien de temps? Ça dure peut-être 6 mois. Ah, seulement. Et vous repartez de Bolova? De Bolova, on m'affecte en Colbison. Oui, comme intendant gestionnaire de l'école d'agriculture, de l'école fédérale supérieure d'agriculture. Qu'on vient de créer. Nouvellement créée, les bacheliers. Je suis venu à la 2e promotion. C'est moi qui ai géré la 2e promotion, la promotion de Daouda Youssoufa. Que vous allez retrouver par la suite. Je vais retrouver mon ministre. Par la suite, ok. Alors on continue. Je m'occupais de la gestion, c'est moi qui faisais la gestion. Le blanc, c'était assistant technique, monsieur Le Cire, c'était un Belge. Et après, vous allez où? Après, comme il y avait des problèmes de gestion, le blanc là voulait faire des trucs. Il va voir le ministre
Il était comme, c'était un brevet. Non, allons-y. Il va le voir, il dit non, monsieur Zogdoul est trop brillant pour être gestionnaire, pour faire les factures et tout. Il faut lui trouver un autre poste. On me nomme directeur de l'école d'agriculture de Marois. Quand je vais voir le ministre Vroumsi Achinaï, ma femme, les enfants sont déjà à l'aéroport. Il me dit, assieds-toi là, monsieur Zogdoul. Aïdjo, avec ses conneries, le préfet de Marois a nommé un blanc, un puisatier directeur de l'école. Tu ne peux plus aller au nord. Mais je lui dis, moi, je dois aller au nord. Mes enfants sont à l'aéroport. Affectez-moi n'importe où au nord. Et il dit. Ampouma Claude Léonard, directeur du SEMNOR, cumulativement avec ses fonctions de chef de l'inspection, c'est-à-dire inspecteur agricole. Bon, je vais t'affecter adjoint Ampouma, chargé de l'inspection agricole. Je quitte le bureau, je vais à l'aéroport, je prends l'avion Marois. On fait escale à Garoua, je trouve l'Impouma, l'Impandé, Lambert, tout le monde à l'aéroport pour venir m'accueillir. Et on a eu le message ce matin que tu ne vas plus à Marois, tu restes ici. Je suis adjoint à Impouma, très très bien, très bonne collaboration. Je crois même qu'il a le même âge que moi, ou bien un an de moins, parce que je le connais. C'était un pupille de la République. Et son père qui était tué avec des langues. Oui, c'est un garçon très très bien. On ne se voit plus maintenant. Parce qu'on a la famille. Oui. Pouma a été pour moi un frère. Alors, après? Après, de là, en 66, oui. Comme il fallait un ingénieur d'agriculture pour aller en Algérie, pour une bourse des Nations Unies, mon nom est sorti, on m'a choisi. Parce que j'avais un bon dossier, un peu en mathématiques, les statistiques, c'est les bornages, les meilleurs. Vous allez donc faire les statistiques? En Algérie, Amadou Alim était ambassadeur là-bas. Jos Blaise Alima. J'étais à l'ambassade, attaché de presse à l'ambassade, avant de venir à Paris. J'avais une bourse des Nations Unies pour le dossier et mon salaire ne devait pas s'arrêter. C'était comme ça. Et vous restez combien de temps? 1 an. Vous revenez ici en 67? Je reviens en 67. Je suis à l'agriculture, on me nomme chef de bureau des enquêtes agroéconomiques. Et un bruit se passe au cabinet du Marigot, parce que mon prédécesseur, c'était un cousin aîné aussi, il s'appelait aussi Zogdoulé. Zon et Foudé Etienne, oui. Qui était avec ton ancien interviewé de Bolova, qui m'a parlé de Zogdoulé. C'était mon cousin. Mais il était l'ami de Mbala Bouno Gabriel, il buvait beaucoup, il était directeur de cabinet, et puis il répondait déjà très mal au président Marigot. On s'est débarrassé de lui. Il faut trouver un gars de l'Est. Encore Papa Gobé. Il vient dire à Marigot qu'il y a un petit gars là qui est très intelligent. Il peut prendre cette place. Vous devenez donc directeur cabinet du président Marigot Mboua en 67, c'est ça? Oui. En 67. 67, oui. Oui, on travaille. Et quand la République fédérale disparaît en 1972? C'est moi qui ai fait même la campagne du référendum là, à l'Est, tout là. Le référendum de 72, oui. Qui faisait disparaître la République fédérale. Oui. Vous disparaissez aussi avec elle. Avec. Et puis, je suis au trottoir jusqu'à ce que Daouda me prenne au Mindik. Et puis alors, Daouda, peu à son âme, il est mort il n'y a pas très longtemps. Alors, il vous trouve en train de vous balader en ville? Oui, c'était peut-être une semaine après. Nous, on devait déménager, l'Assemblée fédérale était... Il s'arrête, il va faire la marche, il s'arrête, il vient. Monsieur Germain... Et lui, il vient d'être nommé ministre de développement industriel et commercial. Il était directeur de la jeunesse. De la jeunesse. À la 8e coupe là. À la 8e coupe, il était directeur de la jeunesse et devient donc ministre dans le premier gouvernement de la République unie. C'est-à-dire le gouvernement du 30 juin 75, 72. De ses premières nominations d'un ami, d'un camarade, d'un collègue de métier. Il me dit, viens me voir demain au bureau. Et je m'en vais, ils étaient aux immeubles blancs, le ministère de la Justice là. J'arrive, il m'attendait. Il prend un bout de papier, il écrit, monsieur Ayatou, utilisez monsieur Zogdoulé comme chargé d'études. Décision suit. Ayatou Alim est directeur de produits de base. Tchangabanda est directeur adjoint de produits. Chef de service. Café, cacao. Oui. Et puis moi, je suis chargé d'études, rang de sous-directeur. C'était comme ça. Le rang et prérogative de sous-directeur. Entre-temps, on va nommer
Hayatou Alabisik comme DG Oui. et Bobo Amantoukou, Bobo Amantoukou qui l'a qui remplacé. devient directeur des produits de base, et Changabanda, directeur adjoint. Et vous êtes chargé d'études. Je suis chargé d'études. Bon, une mission, ça en va avec terme dont vous parlez. Une mission arrive, nous allons en Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y avait déjà l'office de commerce. Il y avait la caisse de stabilisation, La caisse de stabilisation des produits jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et vous êtes allé étudier ça pour créer l'ONCPB. Oui. J'étais chef de mission avec le chef de service de la caisse de stabilisation. Théam Barthélémy, il est témoin. Nous sommes arrivés à Abidjan, en ville, mais la réunion se tenait à Yamoussoukro. Le chargé de mission à l'ambassade, le secrétaire général, il nous a mis dans la DS de l'ambassade directement à Yamoussoukro, autoroute. Nous sommes allés à Yamoussoukro, Théam et moi, on nous a donné un véhicule spécial. Nous avons fait... Alors, quand vous revenez au Cameroun? Quand on revient au Cameroun, on fait le compte rendu, rapport de mission, projet d'organigramme, toutes les modalités de création de l'office. L'ONCPB. On crée l'ONCPB. Et on nomme les gens. Moi, je ne suis pas nommé, je suis de l'agriculture. J'ai l'accrochage avec mon patron. Et je lui dis la vérité que ça doit être sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Parce que je connaissais l'agriculture, nous étions des chefs de poste. Si on avait donné l'argent là aux chefs de poste, le Cameroun serait très fort, très loin en production. Parce qu'on a créé l'ONCPB, on a commencé à recruter les brevetés pour faire les agents, on achetait les Land Rover et tout, les gars qui n'avaient rien à voir avec l'agriculture. Et les chefs de poste des paysans que nous étions, nos frigidaires, on était logés maison Electrolux, lampes à EDA, meublés et tout. Les choses là sont devenues des armoires. Alors, vous vous fâchez? Je me fâche. Et votre ministre, Youssoufa Daouda, n'apprécie pas? Il n'apprécie pas. Il me dit, si tu es venu tirer la couverture de l'agriculture, tu n'as qu'à rentrer là-bas. Je lui dis, monsieur le ministre, c'est vous qui êtes même le meilleur ministre de l'agriculture. Parce que à l'époque, je ne sais même pas qui Surtout qu'il avait été formé pour agronome. Agronome, il est ingénieur agronome. Mais moi, je l'ai causé avec... Il me respectait tellement, je l'ai causé. Alors, vous vous retrouvez, nous sommes en 75. Je vais voir Dumba. Dumba, qui est ministre de l'Information et de la Culture, dans le premier gouvernement aussi de la République unie du Cameroun. Il nous a fui, il nous a laissé à l'Assemblée. Oui, puisqu'il avait été secrétaire général à l'Assemblée fédérale. Exactement. Au moment où vous étiez directeur cabinet. Il a compris qu'il n'est plus à la fédérale, Assemblée législative, on va nommer un autre secrétaire. Comme il était très bien en politique. Il devient ministre de l'Information et de la Culture. Alors, quand vous vous retrouvez au chômage? Je m'en vais le voir. Je lui dis que moi, j'ai fait une mission pour l'ONCPB, une caisse. On nomme tout le monde, sauf moi. Et moi, je suis de l'agriculture et c'est la commercialisation du café et du cacao. Donc, on me fait le tribalisme là-bas. Et puis, on nomme que des administrateurs civils. J'avais aussi un peu le ton. Et là, lui, sur place aussi, il dit, bon, comme il était impulsif là, il était fâché, et il dit, lui aussi a un truc à créer, le FODIC. Fonds de développement des industries cinématographiques. Exactement. Et il me propose ça. J'ai dit, bon, j'accepte parce que ce n'est pas pour aller tourner les films. Si encore il faut faire les photos gros plans, je peux les faire à l'agriculture. Nous faisions des photos gros plans de cabots sur le cacao. C'est pas votre affaire. Mais ce n'est pas pour faire le film. De toutes les façons, à l'Assemblée, quand on m'a appelé, on me dit, va voir le président. Non. Alors maintenant, il vous nomme directeur du FODIC. On me nomme directeur du FODIC. Oui, avec un adjoint, Maï. Et lui, il était un lettre. Bon, il faut mettre le FODIC sur place. Poste créé, révision des textes. J'ai passé presque 1 an pour ces textes-là avec le projet de loi. Bon, on me nomme directeur du FODIC. On nous dit de chercher un bâtiment à conventionner. On cherche, on ne trouve pas. On trouve seulement à l'immeuble Shell, au 15e étage.
C'est une carte postale pour les cinéastes qui viennent. J'avais même hébergé d'un autre côté M. Onambele. Il est mort, un gars qui était même ministre. Raphaël Onambele. Raphaël Onambele, il me connaît très bien. Je lui ai donné une partie du bureau avant que, quand je n'avais pas encore des effectifs au complet. Vous devez donc créer le FODIC. Vous le créez et vous prenez des textes avec Jean-Paul Ngassa. Jean-Paul Ngassa. Oui. Qui est directeur de la cinématographie au ministère. Celui qui l'a remplacé, c'était Chouafé. Gilles. On l'appelait Chouafé. Oui, parce que Chouafé était d'abord à la présidence comme attaché de presse. Exact. Il est venu là. Chouafides, son père était un grand commerçant. Comme c'était des Grecs, on avait dit Chouafides. Donc c'est lui, il était vraiment un homme sans problème avec moi. Et vous aviez donc fait les textes. Parmi les textes, je tombe sur l'une des principales recettes du FODIC, qui est le droit de visa de film. Parce que tout film étranger, les propriétaires des salles de cinéma étaient libres d'aller acheter leurs films en France. Les Eddy Constantine, La Môme Vert de Gris et tout. Et il fallait que ça passe à la commission, au ministère des Finances, la commission de visa. Et cette commission est venue, ça donnait 1 franc. 1 franc par mètre de film. Alors les gens se sont trompés, ils ont pas oublié que c'était 1 franc français. C'est ce que je suis allé relever à c'est-à-dire 50 francs CFA. 50 francs CFA, parce qu'on a vu un film de 6000 mètres, le gars paye seulement 6000 francs. Alors, j'ai fait une note de présentation, j'ai dit non, M. Ngassa, ils ont copié les textes du cinéma français. Droit de visa, 1 franc français. Mais on a écrit ici 1 franc, ce n'est pas 1 franc camerounais. Donc je demande la révision de ça pour mettre à 50 francs. L'Assemblée a fait des débats, ils ont dit, bon, comme on ne peut pas copier bêtement la France, on met à 30 francs. Le maître du film. Moi, j'ai quand même gagné 30 francs. De 1 franc, c'est passé à 30 francs. Et puis, la taxe additionnelle au prix du cinéma, prix des places de film. Parce que les tickets, les propriétaires des salles ne pouvaient plus faire leurs tickets. C'est le FODIC qui devait approvisionner les salles de cinéma en tickets de... Oui. Au lieu de les commander à une imprimerie en France, j'ai obtenu la collaboration de l'imprimerie nationale. On imprimait les billets maintenant ici, à Yaoundé. Prix du billet, 100 francs. Taxe FODIC, 10%. Et ici, le ticket coûtait 300, nous, on avait 30 francs. C'est les gens qui avaient des salles de cinéma qui vous rétrocédaient ça. Ils récupéraient. Et chaque fois qu'ils reviennent chercher les tickets, ils font d'abord la comptabilité. Donc, la comptabilité était tellement bien faite qu'on ne manquait pas. Et vous avez donc contribué aussi à la construction de nouvelles salles de cinéma. Le FEB, par exemple. Le FEB. Oui, le FEB. Et je ne sais pas, la Mefou. À Douala aussi. Oui. Bon, les gens de Douala venaient se pointer. Même à Batouri, j'ai avalisé le crédit d'un jeune Bami, le quai de Batouri, qui devait construire la salle de cinéma. Mais on est venu l'attraper. Il est venu, il m'a même proposé un bakchis comme moi, je ne connaissais pas ça. Alors, vous contribuez comment? C'est-à-dire, vous exonérez? J'avalise le dossier auprès de la banque. Et j'ai obtenu l'exonération des droits de douane pour le matériel pour le matériel des salles de cinéma. Matériel, c'est-à-dire les chaises, les cabines de projection. Parce qu'une cabine peut avoir pas les frais pas les briques et les parpaings. Ça, c'était l'apport personnel. Oui, c'est le matériel. Le matériel, l'équipement, exact. Les fauteuils, tous les fauteuils. J'avais même avalisé une salle de cinéma à Bomban, qui a connu une mauvaise fin. Et les chaises là étaient là-bas. Maintenant, pour les cinéastes eux-mêmes, qu'est-ce que vous faisiez? Pour les cinéastes, j'ai créé une commission de lecture des scénarios. Elle était composée de quelques noms? Oui, de Dikong Pipa, le premier cinéaste camerounais, qui nous assistait. Il y avait Arthur Sibita, licence, lettres, le directeur de la cinématographie au ministère, oui, j'allais oublier. Jean-Paul Ngassa. Jean-Paul Ngassa.
Et puis après Jean-Paul Ngassa, c'était Chouafé qui a succédé à Jean-Paul. Il y avait même votre adjoint. Et mon chef de secrétariat, mon collaborateur, que je peux nommer adjoint, qui licence lettres. Et c'est eux qui étudiaient le scénario. Qui étudiait le scénario. Quand vous avez fini d'étudier, on envoie à une banque. Vous donnez le OK. On donne le OK que c'est finançable. Et c'est le FODIC qui cautionne. Oui. On donne l'argent. On donne l'argent au constructeur de la salle ou bien au gars qui veut réaliser le film. Et c'est le FODIC qui cautionne. Oui. En cas de non-paiement, la banque se retourne contre nous. C'est-à-dire l'État. L'État qui cautionne. Nous avions aussi une subvention de l'État, comme il a dit là. Quand on est tombé presque tous, l'État a supprimé les subventions. Oui, à un moment, vous avez été comme la CRTV, le crédit foncier, c'est-à-dire un impôt qu'on prenait sur les salaires, tout le monde. Et c'est ça qui subventionnait le FODIC. Il est arrivé que des gens prennent de l'argent qui payent faire ça des films. Oui, mais alors à mon époque, il y a dû avoir un ou deux, parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup d'argent. Et puis les banques ne nous faisaient pas encore confiance parce que... Ils ne donnaient pas beaucoup d'argent, mais quand même il y a des gens, quand on donne 50 millions à quelqu'un, d'autres ont eu jusqu'à 500 millions après vous. Hein. Oui. On a donné par exemple à qui n'a pas réalisé. Adolphe Claude Mbala. Oui, il est là. Il a eu 50 millions. Je sais qu'il a été financé par nous. Et il n'a pas réalisé. Il n'a pas réalisé son film. Il voulait réaliser 3 prétendants, un mari. Notre fille ne se mariera pas. Les pièces de Yonumbia. Oui, mais seulement lui, c'était la mauvaise gestion. Il s'est entouré des techniciens européens. Et je leur ai dit que vous... Il a bouffé tout l'argent avant d'avoir fait le film. Oui. Et il y avait d'autres qui venaient demander que vous refusiez. Parce que leur capacité et leur projet n'étaient pas bancables. On ne refusait pas parce que nous, on ne donnait pas l'argent. Parce que nous n'avions pas encore... Vous ne donniez pas, mais c'est vous qui étiez responsable. Si quelqu'un ne fait pas le film, c'est contre vous que le FODIC, que la banque se retourne. C'est le FODIC qui doit payer. C'est ainsi que j'avais eu un candidat qui a voulu faire intervenir une autre personnalité. Qui? Amandangoleda Barthélémy. Amandangoleda Barthélémy, qui est mort il n'y a pas très longtemps et qui voulait faire un film. Le petit cireur. Et il a fait intervenir un ministre. J'ai dit au ministre, bon voilà le dossier de le ministre des Finances de l'époque, Ntan Gilbert. Et je lui ai dit, vous intervenez pour votre frère, ce n'est pas que je donne la signature et on lui donne de l'argent. Son projet coûte 200 millions. Et puis lui-même n'a jamais gagné 50 000. Et puis le film Le Petit Cireur, ça veut dire quoi? On peut faire un film. Le nom du film milite déjà à prise en considération. Il faut un sujet. C'était là le rôle de la commission de lecture des scénarios. Je sais, l'État a tout fait. L'État, à mon époque, on a pris des décrets et tout, ça nous donnait tout. Et puis, la jeunesse camerounaise pouvait faire de grandes choses. Comme maintenant, le Nigeria. Non, parce que aujourd'hui, ceux qui étaient même avec vous, qui ont bénéficié de ça, sont les premiers à dire qu'on n'a rien fait que l'État n'a jamais rien fait pour les jeunes. Non, ils n'avaient pas de projet valable. Et c'était la banque. Et on ne pouvait pas donner la signature et que la banque finance. Non, le fait que vous donniez déjà la signature, dès que quelqu'un apporte un scénario, donc ça veut dire qu'on a fait. Exactement. Non, l'État a fait. Vous avez dit le comité de lecture, il y avait Dikong Pipa, Arthur Sibita qui étaient les premiers cinéastes. Arthur Sibita, on venait de les décorer, il est mort quelques jours après, quand le ministre de la Culture a décoré tous les artistes. Arthur Sibita a été décoré. Oui. Moi, j'ai pris Arthur Sibita de la sortie. Le ministre Moëlle Kombi l'a décoré. Oui. J'ai pris Arthur Sibita comme un petit sorti de l'université du Congo Pipa. Je les ai même amenés à Moscou. On est allé à un festival de films à Moscou, du Congo Pipa et Arthur Sibita. Jean-Claude Tuilaine, bonjour. Bonjour. S'il y a
une personne qui m'a parlé du cinéma camerounais, du FODIC, c'est bien vous. Parti de Jeune Afrique en 84, j'ai rejoint Africasie. Je me souviens que vous êtes venu à Paris en 87. Pas pour me voir, vous étiez à Paris. Je résidais déjà à Paris. Oui. Vous êtes venu me voir à Africasie et vous avez commencé à me parler du FODIC. Parce qu'à l'époque, Georges Ngango, le professeur Ngango, paix à son âme, avait commencé à poursuivre les gens qui avaient eu de l'argent indélicatement du FODIC et qui n'ont pas produit de films. Il y a les Diamoukori, il y a d'autres qu'on peut citer, les Sibita, je crois, et tout ça. Quand Georges Ngango arrive et qu'il trouve ça, il décide donc de les poursuivre. Et c'est comme ça que vous, à Paris, vous êtes venu m'en parler à mon bureau. J'avais d'ailleurs fait un article dans Africasie à l'époque. Aujourd'hui, nous parlons des problèmes de la jeunesse. Et parmi les problèmes de la jeunesse, il y a des exemples que nous avons vus ensemble. Vous avez vu que l'État a pris des mesures pour le football, l'État a pris des mesures pour la boxe, l'État a pris des mesures pour le cinéma et tout. Malheureusement, les gens continuent à raconter que l'État n'a jamais rien fait pour les jeunes. Alors, je suis venu aussi voir Zogdoulé, qui vient de me parler du FODIC. Et je crois que quand je me tiens à ce que vous me racontiez à l'époque, vous êtes un de ceux qui connaissent aussi bien le problème du FODIC et le problème du cinéma. Quand je dis donc le problème du cinéma, ça veut dire que vous connaissez le problème du cinéma au Cameroun, les problèmes des jeunes. Parce que Zogdoulé a parlé de vous et d'un autre monsieur qu'on appelle Dikongé, Pipa Jean-Pierre, qui malheureusement aujourd'hui ne voit plus très bien, que j'ai rencontré il y a quelques jours. Zogdoulé m'avait dit que le premier Camerounais à avoir fait un film sans demander de l'argent de l'État, c'est Dikongé Pipa qui a fait Munamoto. Et que le deuxième qui a commencé à s'opposer, parce qu'il y avait les magouilles au FODIC, c'était vous. Donc c'est pour ça qu'après avoir entendu Zogdoulé, j'essaie de vous entendre, que vous continuez à nous expliquer. Parce que Zogdoulé qui a 82 ans maintenant, est un peu fatigué, il a des trous de mémoire. Et puis il n'est resté au FODIC que jusqu'en 80. Et il est parti. Quand Bouélé Guillaume est arrivé et qu'il a fait partir pour une affaire bidon, d'ailleurs comme il m'a expliqué avec des copies d'échecs et tout. Alors vous allez continuer donc à nous parler. Parce que vous connaissez la suite du FODIC au moment surtout où le FODIC a eu des problèmes, jusqu'à la liquidation du FODIC. Alors, je vais vous demander d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Zogdoulé a dit un peu que vous aviez critiqué la façon dont le FODIC était géré. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas donner l'argent aux réalisateurs, je ne sais pas, mais vous êtes d'abord quoi? Chez vous, il y a des cinéastes, des producteurs, des réalisateurs. Comment je dois vous appeler? Ben, écoutez, si vous voulez englober la définition du cinéaste, le cinéaste n'est pas simplement celui qui fait la mise en image. Quand on parle de cinéaste, c'est un corps de métier. Vous avez des producteurs, vous avez des réalisateurs, vous avez des scénaristes, vous avez des dialoguistes, vous avez les scripts, vous avez les secrétaires de production, vous avez les ingénieurs de son, vous avez les électriciens, vous avez les costumiers, vous avez les décorateurs. L'ensemble de ce corps de métier, c'est ce qui se résume en cinéaste. C'est comme l'ensemble de tout ce qui peut cerner ou concerner le droit, on dit juriste. Et au sein de ces juristes, vous avez des avocats, vous avez des notaires, vous avez des... Vous êtes cinéaste. Je suis cinéaste, mais je suis metteur en scène, c'est-à-dire réalisateur. Je fais la mise en image. Je mets en scène. Vous avez été le premier à critiquer le fait qu'au niveau du FODIC, on nous a expliqué comment ça se passait. Il y avait un comité de lecture avec Dikongé Pipa, Sibita et tout. Quand vous apportiez un scénario, c'est eux qui étudiaient. Et s'il était bon, on vous donnait de l'argent. Le FODIC, vous cautionnez à la banque. C'est ce qu'on a dit. Et vous, ça a appris que vous avez été le premier à dénoncer qu'il ne fallait pas donner l'argent aux réalisateurs, je crois. Oui. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Je souhaiterais d'abord rétablir la vérité au niveau événementiel, c'est-à-dire la chronologie des faits.
Je suis en France, on m'appelle au niveau de l'ambassade du Cameroun, le chargé culturel Banjoum Samuel Je connais Banjoum Samuel. J'arrive et me dit, bon, écoute, en ce moment au Cameroun, on a pensé qu'il serait souhaitable de promouvoir la culture cinématographique. Et on voudrait impulser une nouvelle dynamique à la production cinématographique. Et pour ce faire, le gouvernement a décidé d'organiser un concours de meilleurs scénarios. Et ce concours, les lauréats vont bénéficier de la subvention de leur production et faire en sorte que le film soit vu. J'ai donc dit, ok, c'est intéressant ça. J'ai donc pensé que je pouvais également participer à ce concours. J'ai transmis mon scénario via l'ambassade du Cameroun qui est arrivée au FODIC et au ministère de l'Information et de la Culture, parce que c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Ça a donc permis que l'on m'invita au Cameroun pour venir parce que apparemment j'avais obtenu le prix au cours de ce concours. Je suis donc arrivé à Yaoundé, pris en charge par le gouvernement. Et au sorti de ça, promesse avait été faite qu'on allait financer mon film. Je suis donc rentré à Paris. Et j'ai attendu. Il n'y a pas eu de production. Cependant, il m'était revenu que le FODIC donnait de l'argent, des subventions aux cinéastes pour faire des films. J'ai dit, mais non, ça ne peut pas être possible. Parce qu'un cinéaste n'est pas un gestionnaire de finances. Un cinéaste ne gère pas la production d'un film. Le cinéaste a l'obligation de garantir la bonne fin de la production artistique d'un film. Non pas la production en tant que gestionnaire financier. Et c'est un producteur qui gère le film, qui garantit la bonne fin de la gestion financière d'un film. Vous savez, c'est deux mondes à part. Et un cinéaste ne peut pas, en même temps qu'il gère la création artistique, gérer les finances. Ça me paraît impossible. Donc, s'il y a eu ce genre de méprise, c'est extrêmement grave. Parce que le cinéaste ne pourra pas produire un film de bonne qualité, un film de bonne facture. C'est impossible. Déjà parce que quand vous tournez un film, vous êtes tellement pris par la concentration sur la thématique de la création que vous ne pouvez pas vous lever, on vous appelle pour vous dire qu'il faut payer telle facture, il faut payer telle location. Donc, ça me paraît évident que ça ne peut pas. Alors, c'est là où vous dénoncez ça. Je commence donc par dénoncer cela. Je viens à Yaoundé, je vais voir le directeur du FODIC. Je lui dis, mais écoutez, regardez bien ce que l'État a voulu faire. Qu'est-ce que l'État a voulu faire? Quand on parle de fonds de développement de l'industrie cinématographique, ça veut dire que l'État veut développer l'industrie cinématographique. Et vous savez très bien que le cinéma, avant d'être un art, est une industrie. Et comme industrie, ça appelle beaucoup de capitaux. Et vous verrez qu'aucun homme d'affaires camerounais ne peut mettre son argent dans le cinéma. Puisque eux, quand un homme d'affaires jette la pierre, il veut voir là où tombe la pierre. Et vous ne pouvez pas avoir en face de vous un Quand il me dit franc, il va attend mettre, 10 000. voilà. Ou bien, oui, il attend le résultat tout de suite. Mais vous ne verrez pas quelqu'un qui, au bout de 6 mois, va toujours sortir de l'argent, et puis vous l'amenez dans une salle noire avec un écran blanc, vous lui projetez des images qui n'ont ni tête ni queue, parce que ce n'est pas encore monté, et vous lui dites que voilà le résultat du travail que nous sommes en train de faire avec l'argent que vous nous avez donné. Ça paraît difficile. Donc, j'ai donc expliqué au directeur que non, ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de tuer le cinéma camerounais. Qu'on veut, voilà, qu'on veut, ça veut dire qu'on veut développer le cinéma, mais par contre la procédure idoine, ce n'est pas celle-là. D'abord, sur quels critères vous vous basez pour donner de l'argent aux cinéastes? Parce qu'en France, par exemple, au CNC, quand vous déposez votre
projet. Quand quelqu'un produit un scénario, il y avait un comité de lecture. Non, c'est bien après. C'est justement à partir des discussions que j'ai eues avec le directeur, avec le ministre de la Culture de l'époque, qu'ils ont donc instauré le système de la lecture présélection des scénarios. C'est comme ça qu'on a donc instauré la présélection. Mais avant, ça ne se faisait pas. À l'époque, c'est le directeur de la cinématographie du ministère de l'Information et de la Culture. Jean-Paul Ngassa, à l'époque. Oui, mais Ngassa, lui, n'y était plus. Je crois que celui qui a le plus géré cette forme de financement, c'était Chouafé. Oui, Gilles Chouafé. C'est Gilles Chouafé. Donc, en tant que directeur de la cinématographie, il décidait dans son bureau quel est le scénario qu'on pouvait financer. Il saisissait le FODIC et eux, ils se réunissaient au cours d'un conseil et ils accordaient la subvention. Et vous verrez que la plupart des films produits à l'époque par le FODIC étaient des films où les réalisateurs étaient en même temps fonctionnaires. Et curieusement, la plupart de ces réalisateurs occupaient soit les fonctions de chef de service de la cinématographie ou bien sous-directeur de la cinématographie. Si on veut citer les contemporains, il a été sous-directeur, il a fait un film, Le Feu... Arthur Sibita oui. a été chef de service de la cinématographie. Il a fait un film. Donc vous comprenez donc que... Le fonctionnaire qui savait qu'est-ce qu'il y avait comme argent, c'est-à-dire... Non, c'est pas que le fonctionnaire qui savait qu'est-ce qu'il y avait comme argent. Je vous ai dit tantôt que la décision de produire et d'accepter l'irrecevabilité ou la recevabilité d'un projet de film à financer par le Fonds de développement de l'industrie cinématographique, dont le FODIC, dépendait du directeur de la cinématographie. Voilà, c'est lui qui était, si vous voulez, le métronome dans cette affaire-là. Et dès qu'il a décidé, c'est à ce moment-là que le FODIC l'accompagnait. Donc, je comprends, mais je veux, ne nous voilons pas les yeux. Oui. Vous avez dit qu'ils étaient des fonctionnaires pour la plupart. Ça veut dire que ce que je dis, ils étaient juges et partis parce qu'ils étaient dedans, ils savaient. Nous y sommes en plein. Ça veut donc dire que ce que je pourrais absolument appeler la position dominante qui vous donne la possibilité d'avoir des privilèges parce que vous occupez un poste. Absolument. C'est-à-dire que... Je dis simplement. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Et comme ils avaient la proximité du directeur de la cinématographie, étant le collaborateur direct du directeur de la cinématographie, on comprend aisément qu'ils puissent bénéficier de la production de leurs films par le biais du FODIC. Exceptionnellement, vous avez eu Danekawa qui a bénéficié de la subvention du FODIC. Vous avez... qui a bénéficié, mais qui n'a rien réalisé pour faire la blessure. Vous avez eu Diamoukouri. Vous avez eu Adolphe Claude Mbala, qui a également bénéficié du fonds du FODIC. Vous avez Alphonse Béni, qui a bénéficié des fonds du FODIC. Et il n'y a pas que la production cinématographique en termes de subventions du FODIC qui intervenait dans cette affaire-là. Sachez également que la plupart des salles de cinéma construites au Cameroun ont bénéficié, non pas des subventions, mais de l'aval du FODIC. Zogdoulé nous dit qu'il avait obtenu qu'on les exonère des droits de douane sur tout le matériel. L'exonération de droits de douane sur le matériel qui venait de l'extérieur, notamment les projecteurs, tout ce qui devait, si vous voulez, constituer l'équipement en tant que tel d'une salle de cinéma. Mais la construction, à la base, bénéficiait de l'aval du FODIC auprès des banques. Ce qui veut dire en clair que la plupart des salles qui ont vu le jour à l'époque au Cameroun ont tous bénéficié de l'aval du FODIC auprès des banques pour obtenir le crédit de financement. Et ça veut dire que s'ils ne payaient pas, le FODIC remboursait. Donc c'est l'État qui remboursait. Bien. En clair, sachez également que les salles qui aujourd'hui ont fermé
et qu'on a transformé, qui comme magasin, qui comme église réveillez-vous, je ne sais pas quoi, ces salles-là, en réalité, les propriétaires n'avaient pas de qualité pour vendre ni pour transformer ces salles parce que l'État avait le droit de préemption. Et j'accuse en ce moment-là, pour ne pas mâcher mes mots, le ministre de la Culture qui a laissé faire. Parce que le ministre de la Culture devait faire jouer la clause de préemption pour dire que vous ne pouvez pas vendre parce que c'est nous qui avons financé en partie et au regard de la loi, vous n'avez même pas encore fini le crédit, même si la plupart de ces banques-là ont fait faillite. Et aujourd'hui, vous les cinéastes, chacun dit le Cameroun est un pays où il n'y a pas de salle de cinéma, ceci, alors que l'État avait fait ça. Avons-nous les salles de cinéma? Non, c'est-à-dire que... Devons-nous nous voiler les yeux? Mais il ne faut pas qu'on dise comme si c'est l'État qui n'a pas fait ou comme si c'est l'État qui doit faire. Vous m'avez surpris ou entendu dire que l'État n'a pas fait de salles? Pas vous, je dis vos collègues qui... Oui, mais même mes collègues qui le disent, est-ce qu'ils n'ont pas raison de le dire? Ils n'ont pas raison parce que quand ils disent on n'a pas de salle de cinéma en accusant l'État, c'est-à-dire ce que je dis, c'est qu'ils précisent que c'est l'État qui ne fait rien. C'est un abus de langage que de dire qu'ils accusent l'État. Mais en réalité, l'État assume la responsabilité d'avoir laissé en sorte que ces salles soient fermées. Je viens de le dire. Le ministre, j'accuse, et je le dis, et j'insiste là-dessus, j'accuse le ministre de la Culture de l'époque, pour ne pas la nommer, Madame Ama Toutou Mouna, d'avoir laissé faire. Parce qu'elle devait user. Mais est-ce que ces salles ont été transformées à l'époque d'Ama Toutou Mouna ou avant? La plupart de ces salles ont été transformées à l'époque où Madame Ama Abia par exemple et tout ça. Oui. Abia, Ama Toutou n'était pas mis. Non, Abia, elle n'était pas, mais la plupart des salles, par exemple, toutes les petites salles qu'il y avait dans la ville de Douala, c'est quand elle est devenue ministre. Et encore que, elle aurait pu, même... Le Vouri? Le Vouri, non, c'est un autre problème ça, le Vouri. C'est un autre problème. Mais je dis que la plupart des salles, des petites salles qui existaient, qui fonctionnaient à Douala, qu'on a transformé en... C'est comme par exemple le cinéma Le Paradis. Oui. Batoula. Le cinéma, vous savez que moi je suis actionnaire au cinéma Le Paradis. Vous savez que j'étais associé à Béni. Vous le savez très bien. Cette salle-là, par exemple, le ministre aurait dû récupérer cette salle. Le ministère, pas le ministre, le ministère. Parce qu'il s'agit de dire que il faudrait qu'on arrive à un moment à reconnaître que tel a fauté, tel n'a pas bien fait son travail. Et il s'agit de ça. Mais je n'ai pas dit que le gouvernement n'a pas fait des efforts. C'est eux qui le disent aujourd'hui, la plupart de vos collègues. Ceux qui le disent font preuve d'une malhonnêteté intellectuelle. Et puis vous savez, un créatif, un artiste, c'est pas quelqu'un qui ment, c'est pas quelqu'un qui verse dans la fourberie intellectuelle. On peut donc conclure qu'ils ne le sont pas. Je n'ai pas dit ça. Je réagis par rapport à vos propos et je vous dis qu'un artiste n'est pas un fourbe. Quand je suis venu vous voir à Paris, j'étais venu vous voir pourquoi? Parce que lorsqu'on m'appelle pour me dire que le ministre de la Culture a décidé de poursuivre les cinéastes, je pose la question de savoir qu'est-ce que les cinéastes ont pu faire au point d'amener celui qui doit nous protéger, qui doit nous encadrer, qui doit nous amener à nous épanouir, à vouloir nous réduire à l'état de la mendicité. Voilà la problématique. Voilà pourquoi est-ce que je suis venu vous voir, pour vous dire, mais je ne comprends pas. Et c'est à force donc de poser des interrogations, de poser des questions qui appellent des réponses, que je me suis donc rendu à l'évidence que ces cinéastes avaient pris de l'argent et ils n'ont pas remboursé. Et c'est la raison pour laquelle j'étais venu vous voir. Pour dénoncer dans Africa. Pour dénoncer ceux qui ont été complices. Parce qu'en réalité, un créateur, quand il crée, il est comme un enfant. Et vous ne verrez pas quelqu'un qui crée, qui ne serait pas capable de... Si vous venez lui dire que je vais te donner ceci pour faire ta création, mais il va accepter. C'est à vous, responsables, qui savez qu'est-ce que c'est la gestion des fonds publics, de dire que tu n'es pas capable de gérer de l'argent. Je vais mettre à ta disposition de l'argent, mais ça ne va pas passer entre tes mains.
Lorsque je vais ouvrir une petite parenthèse. Bon, on dit qu'il ne faut pas souvent parler de ceux qui sont déjà partis. Mais je vais quand même ouvrir cette parenthèse. Au vu de ce que j'avais donné comme information, le directeur du FODIC s'est opposé quand on lui a demandé de donner de l'argent à notre frère qui avait tourné le feu réalisateur des coopérants, Arthur Sibita. Ils ont exigé qu'il présente un directeur de production. C'est un Français qui a commencé la production du film de Sibita. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Ils l'ont viré. Ils ont viré le Français. Et ils ont viré le Français. Le film n'était pas encore achevé. Ils étaient encore au niveau de rush. Le film n'était même pas encore en salle de montage. C'est comme ça que Sibita a pris le relais. Il est devenu le gestionnaire de la production. Et vous verrez que le devis de la production est passé de 80 millions à 170 millions. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'initiative de créer le FODIC était une très belle initiative. Pour la jeunesse. Pourquoi vous insistez sur la jeunesse? Il n'y a pas que les jeunes qui font le cinéma. Non, à cette époque, c'est beaucoup plus de jeunes qui ont fait. C'est vrai, c'est vrai. C'est les jeunes. C'est les jeunes. On était tous tous des jeunes. Moi-même, je peux dire que j'étais l'un des rares jeunes à avoir fait un long métrage à mon époque, sans avoir bénéficié, si vous voulez, du soutien du FODIC, ni de l'État du Cameroun. Et curieusement, quand je suis arrivé ici avec mon film, j'ai subi la censure. Je veux donc dire que le FODIC, au départ, avait vocation de promouvoir l'industrie cinématographique au Cameroun. C'était une bonne chose. C'était calqué sous le modèle du Centre national de la cinématographie française. Mais c'est la manière de gérer le FODIC qui a tranché avec ce que nous avons assisté. C'est-à-dire, on ne pouvait aller que vers le mur. C'était inévitable. Et c'est comme ça qu'on arrive à la liquidation du FODIC. Quand on arrive à la liquidation, d'abord, le FODIC avait déjà pris son envol. Le FODIC était le seul organisme en Afrique. Même en Algérie, ils n'étaient pas encore à ce niveau-là. Dieu seul sait que moi, j'y suis allé en Algérie. Ils n'étaient pas encore au niveau du FODIC. Parce que le FODIC avait du matériel pour tourner n'importe quel film de qualité. La plus grosse production, même au niveau d'Hollywood. Qu'on prêtait aux producteurs du cinéma. Oui. Celle qui est venue faire Chocolat ici, elle n'est pas venue avec le matériel, elle est venue peut-être avec les compléments de matériel. Les Américains qui sont venus tourner Tarzan en Grèce, machin, ils sont venus, mais ils ont pris du matériel au FODIC. Le FODIC avait du matériel auprès de... L'État avait une idée formidable. Ça, c'est sûr. On n'avait plus besoin. Je suis arrivé au Cameroun, j'avais un projet de film. J'ai écrit au FODIC pour demander au FODIC, vous m'avez fait gagner le premier prix de scénario et vous avez promis que vous devez financer mon film. Maintenant, je voudrais maintenant que vous me financez. Le FODIC m'a dit qu'il traverse des moments difficiles, mais cependant, ils peuvent mettre à ma disposition tout le matériel nécessaire. J'ai ici la lettre du FODIC, elle est du 22 septembre 87. En effet, le moment venu, tout en vous exprimant nos encouragements pour les résultats positifs que vous avez déjà obtenus pour le financement de votre film, nous avons l'honneur de vous faire connaître que le FODIC, bien que paralysé en ce moment par la crise économique que traverse notre pays, est disposé à apporter à votre projet sa participation en nature. En effet, le moment venu, le FODIC se propose de mettre à votre disposition le matériel de tournage nécessaire pour la réalisation de ce film. Et j'ai ici une liste de matériel où il y a tout. Il y a tout. Et vous verrez que ils m'ont écrit, ils m'ont envoyé la liste de tout le matériel qu'ils avaient. J'ai approché mon directeur photo, j'ai approché mon directeur de production. Nous avons listé le matériel qu'il nous fallait pour rendre effectif ce tournage. Et j'ai adressé ça au FODIC. Et vous verrez dans cette liste que je ne venais pas au Cameroun avec un matériel. Je venais au Cameroun rien qu'avec les techniciens d'appoint. Et la plupart des techniciens... Avec tout le matériel. Tout le matériel. Et la plupart des techniciens, on avait déjà ces techniciens au Cameroun.
Je ne vérifie, je Le devais FODIC partir. avait même déjà des techniciens. Oui, qui travaillait au FODIC, qu'on avait formé. Vous avez un gars comme Edimo qui était très bon en son. Vous avez un monsieur comme Sap Stephen. Je peux vous citer des noms. Et ça existe déjà depuis 1975. Hein? Depuis 1975. Donc, nous sommes en ce moment-là en 87. Nous sommes en 87. Donc, je devais venir juste avec le directeur de la photo. Je devais venir avec un directeur de position. Je devais venir avec un directeur artistique. Et c'était tout. Tout le reste, je devais trouver sur place. Alors, qu'est-ce qui a donc fait plonger le FODIC? Qu'est-ce qui a fait plonger le FODIC? Je vous ai dit tantôt que la plupart de ceux qui ont fait des films ayant bénéficié du soutien du FODIC C'était des fonctionnaires. Ça veut dire que ce sont des personnes qui, à la faveur d'une nomination par décret, se découvrent la vocation de cinéaste parce que on les a nommés sous-directeurs de la cinématographie ou chefs de service de la cinématographie. Et ils s'asseyent dans leur bureau, position dominante, ils torpillent tous les projets des autres cinéastes qui ne sont pas des fonctionnaires, mais qui ont été formés pour ce métier-là. Et ils se positionnent, eux, avec, si vous voulez, la complicité du directeur de la cinématographie de l'époque. C'est ce que je vous ai dit. Bien. Et ce qui devait arriver est arrivé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que certains de ceux qui étaient à cette époque sont encore aujourd'hui. Mais bien évidemment, ils sont en vie. Et ils sont les premiers qui critiquent que rien ne marche, qui vont voir les jeunes au quartier pour dire que le Cameroun n'a jamais rien fait pour la jeunesse. Ce n'est pas normal. La tolérance administrative n'est pas un fait nouveau et ce n'est même pas une création du Cameroun. L'administration tolère les écarts de langage. Donc, ceux-là même qui le disent, en leur âme et conscience, ils savent très bien qu'ils ont bénéficié de l'aide du gouvernement pour faire ce qu'ils ont fait là. Bon, maintenant, je vais ouvrir une petite guillemette peut-être pour dire que si, par extraordinaire, ils se découvrent l'âme de politiciens, ça va de soi qu'ils commencent à critiquer le gouvernement parce que la critique, elle est aisée quand on est de l'opposition, n'est-ce pas? Mais surtout, là où c'est inacceptable, c'est qu'ils présentent ça à des jeunes qui, aujourd'hui, n'ont pas connu cette époque, qui ne les ont pas vus. Moi, j'ai vu, par exemple, le Bassek Bakobio et tout. Et ils sont parmi ceux qui disent que le Cameroun, je n'ai pas peur de citer le nom, qu'on ne fait rien. Est-ce que c'est normal? Vous ne trouvez pas que c'est dangereux? C'est-à-dire, maintenant, on utilise la jeunesse. On balance à la jeunesse des mots. J'ai vu, par exemple, un gouvernement qui a circulé dans les réseaux sociaux où le plus jeune du gouvernement était le président Kamto qui a 66 ans et tous les autres, la liste comme les Akere Mouna, Ben Mouna, étaient tous des gens de plus de 70 ans et qui vous parlent, qui vous disent soutenir la jeunesse. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut le dénoncer pour ne pas plomber... Vous vous adressez là en ce moment aux cinéastes ou à l'homme politique? Aux cinéastes, homme politique. Moi, je suis ni cinéaste ni homme politique, mais je suis dans la logique. Il se trouve que j'ai deux casquettes. Je suis en même temps un politicien et je ne vais pas m'excuser ici d'être du RDPC et de soutenir l'action et la politique du président Paul Biya. Je ne vais pas m'excuser. Pourquoi vous allez vous excuser? Pourquoi vous devez en avoir honte? Je n'ai pas honte de dire que je suis du RDPC et que je suis biaïste. Donc je ne comprends pas pourquoi. Je vous ai dit que parmi les cinéastes, il y a ceux qui ont choisi d'être dans l'opposition, comme moi j'ai choisi d'être du RDPC. Et puis depuis la France, je militais. Oui, mais il faut quand même préciser que ceux-là qui se sont mis dans l'opposition sont ceux qui ont torpillé le projet. C'est ce que je suis en train de dire. Si vous voulez que je parle par exemple du cas de Bassek Bakobio, parlons-en. Moi je suis arrivé ici au Cameroun avec un projet. Ce projet avait été retenu par la communauté économique européenne. À l'époque ça s'appelait CEE. Nous étions 3 cinéastes africains, si vous voulez qu'on en parle. Il y avait Gaston Kaboré du Burkina, Ouedraogo également du Burkina, nous étions 4, Ouedraogo du Burkina, et puis mon ami qui avait fait Yélène de le Madien, Cissé. Nous étions 4 Africains à avoir bénéficié
de l'aide et de la subvention de la communauté économique européenne. La seule chose qu'on nous avait demandé, c'est que notre pays, le Cameroun, devrait pouvoir dire que nous sommes cinéastes et que nous sommes reconnus dans notre pays comme cinéastes. Je suis donc venu au Cameroun, j'ai saisi le ministre de la Culture, je lui ai envoyé une correspondance avec les références du dossier de la CEE. Ça a transité par la délégation de la CEE à Yaoundé. C'est arrivé au ministère. Vous savez ce que Bassek Bakiobo a écrit? Il a fait écrit au ministre de la Culture pour envoyer au plan qu'il fallait qu'on mette cet argent à la disposition de tous les cinéastes camerounais. Et le ministre a signé. C'est arrivé au ministère du Plan. Le ministre du Plan m'appelle et me dit, mais monsieur Tulène, moi je ne comprends pas. C'est vous qui avez négocié, c'est vous qui êtes venu ici avec votre affaire. La délégation de la communauté économique européenne me saisit. Je saisis votre ministre pour que votre ministre me dise si vous êtes cinéaste ou pas. Comme ils l'ont demandé. Maintenant, ils me disent qu'il faut qu'on mette tout ça à la disposition des cinéastes camerounais. Je ne comprends pas. Je dis, mais attendez. Je prends le document. Si vous voulez, j'ai la lettre ici, la copie de la correspondance. La griffe de celui qui a initié la correspondance, c'est Bassek Bakiobo parce qu'il était sous-directeur. Et quand je vais donc voir Bandolo, il me reçoit, je lui explique, il me dit, mais attends, c'est pas ce qu'on m'a dit. Et Bandolo a fait une note pour dire au ministre, effectivement, en 2 lignes. Ce monsieur est connu comme cinéaste ici au ministère de la Culture. Ça n'a pas empêché que M. Bassek Bakiobo prenne l'avion, qu'il aille à Bruxelles pour voir l'ambassadeur Basson, Madame Basson, pour torpiller le dossier à partir de là. Deuxième fait qui torpille et qui a fait en sorte que les jeunes aujourd'hui ne puissent pas faire de films au Cameroun. Le Cameroun, quand le ministre Bandolo est arrivé, et j'ai l'habitude de dire que c'est le seul ministre de la Culture que nous avons connu au Cameroun. Je le dis à qui veut l'entendre. Pourtant, Dieu seul sait que je suis très ami et très lié à Konchou Komene, mais je lui ai toujours dit que tu ne peux pas égaler Bandolo. J'ouvre encore une parenthèse. Le Bikoutsi, que tout le monde danse et s'agite dessus aujourd'hui. Ça, c'est l'œuvre de Bandolo. C'est Bandolo qui a imposé le Bikoutsi à travers le monde. C'est Bandolo qui a ouvert les festivals en Europe pour imposer avec Zanzibar et le groupe que vous connaissez, les Têtes Brûlées. C'est Bandolo qui a organisé, négocié la coproduction cinématographique entre le Cameroun et la France. La plupart des jeunes cinéastes ne le savent pas. Qu'ils aillent au ministère ou bien qu'ils cliquent sur le journal officiel du Cameroun, accord de coproduction France-Cameroun. Ils vont avoir le document. C'est Bandolo. Mais il avait un mauvais assistant. Parce que l'homme politique, ce n'est pas le technicien. Un homme politique vient dans un ministère, c'est pour faire la politique du gouvernement. Il ne vient pas pour faire de l'administration. L'homme politique, quand il est assis dans un département ministériel, il fait la politique du gouvernement dans le sens voulu par le chef de l'État, impulsé par le président de la République. Et Bandolo faisait la politique du gouvernement, impulsé par le chef de l'État. Et c'est dans cet esprit qu'il l'a dit pour sortir le Cameroun de l'ombre dans le cadre cinématographique. Il faut une coproduction Cameroun-France. On arrive maintenant donc à la liquidation du FODIC. Il m'a été rapporté qu'à la liquidation du FODIC, des gens ont pris tout le matériel, la plupart du matériel du FODIC, ils se sont partagés ça. Et qu'ils ont même utilisé pour le louer à des éventuels producteurs de cinéma. Ceux qui vous ont dit ça, ce sont les propos que j'appellerais les propos de buvette ou de bar. C'est-à-dire que les gens s'asseyent pour boire une bière, ils disent du n'importe quoi. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé. Ça, c'est une façon, c'est une insulte à l'intelligence du gouvernement que de penser que l'on peut liquider une structure qui a le matériel qui peut valoir à l'époque plus d'1 milliard et que l'on entend que les gens se sont partagés cela. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Lorsqu'on a liquidé le FODIC, le matériel
est devenu la propriété. C'était toujours la propriété de l'État. Mais l'État a désigné le ministère de l'Information et de la Culture comme le gardien d'une partie du matériel stocké au ministère de la Culture. Une autre partie du matériel a été stockée à la CRTV parce que la CRTV, et je vais vous dire les incongruités de la gestion de la chose cinématographique au Cameroun. Si vous allez, j'ouvre encore une parenthèse, si vous allez à la CRTV, vous allez trouver qu'il y a un projet qui avait été initié et fait d'ailleurs pour un laboratoire cinématographique, 16 mm. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ceux qui sont venus installer ce labo-là ont mis un laboratoire inversible, alors que ça ne se faisait plus. On n'était plus à ce niveau-là, en matière du négatif. C'est pour ça que le laboratoire n'a pas fonctionné. Parce qu'un cinéaste camerounais pouvait faire son film. Il allait au FODIC et on lui donnait le matériel en 16 mm, il tournait en 16 mm, il ne partait plus en France pour développer le négatif, il allait directement au FODIC, à la CRTV, là où il y avait un labo, et ça existe toujours, l'emplacement est encore là, et c'est là. Et on développait ces négatifs, ils visionnaient ces rushs, et il y avait aussi 2 ou 3 salles de montage, 16 mm, installées à la CRTV. C'est pour dire que le gouvernement avait mis en place une structure permettant à un cinéaste camerounais de s'épanouir. Mais c'est beaucoup de nos compatriotes qui ont, si vous voulez, dévoyé le processus mis en place par le gouvernement pour des intérêts partisans égoïstes. Je reviens donc au matériel. Donc, une partie de ce matériel avait été stocké donc à la CRTV. À l'époque, ce n'était pas CRTV, c'était CTV. Et Toga, voilà, c'est lui qui était directeur à l'époque, quand on a stocké une partie du matériel là-bas. Toujours profitant de la position dominante, vous avez le cinéaste Basek Pakobio qui a pris un certain nombre de matériel, notamment la caméra 35 mm avec tout le nécessaire, c'est-à-dire tous les objectifs, y compris le processus d'une mise en image. Ça veut dire que si vous avez un tournage à faire immédiatement, le matériel est là, vous pouvez tourner. Il a pris, il a prétesté que la caméra, il devait amener ça en Belgique pour contrôler. Et la caméra est devenue sa propriété, indirectement. Il a donc commencé à louer en Côte d'Ivoire, puis jusqu'à aujourd'hui, la caméra n'est plus jamais réapparue. Idem pour la caméra 16 mm qui avait été déposée à la CRTV. Kwazé, qui était cinéaste, ingénieur, c'est comme ça qu'il se faisait appeler, ingénieur en cinéma. Lui, c'est lui qui a pris la caméra 16 mm qui était entreposée à la CRTV. Donc ne dites pas que les gens sont venus, ils ont pris. Voilà les deux, à ma connaissance, qui ont pris le matériel. Ils ont torpillé le système pour leur bénéfice personnel. J'ai un exemple. Quand je passe de concours d'entrée en 6e en 1954, ça s'appelle concours d'entrée en 6e et de bourse. Quand vous avez 12 à 14, vous avez une demi-bourse. Quand vous avez 14 en montant, vous avez une bourse entière. Et nous étions 3 par banc en 6e à la rentrée à Liberman. À ma gauche, il y avait un brillantissime qu'on appelait Melone Stanislas. À ma droite, il y avait un autre, pas moins brillant, qu'on appelle Nélé Samuel Kivi. Ces 2 personnes avaient des bourses. Moi, j'étais cancre. J'étais entre les deux. Comme je n'avais pas eu 12, je n'ai même pas eu de demi-bourse. Et que mes parents payaient la scolarisation à 1750 francs par an, c'est-à-dire 1400 francs de frais de scolarisation et 350 de location de livres. Mais quand on voit quelqu'un qui a mon âge, qui vient devant la télévision, raconter que oui, il raconte même à ses enfants, ses petits-enfants, qu'à notre époque, tout était gratuit. Et il dit, il a mon âge. Hein. Je dis, mais tu étais de quelle époque? C'est ça qu'il faut ressortir tout ça pour dire que ce n'est pas vrai ce qu'on dit aux jeunes. Aujourd'hui, nous avons parlé de cinéma, de football et de ceci, mais combien de Camerounais savent
qu'il y a un compte d'opération au ministère de la Culture en 2018 où l'État met chaque année 2 milliards qu'on distribue à ceux qui font le festival, aux musiciens. Dites-moi un peu, vous connaissez ça, vous? Le compte d'opération est l'œuvre du ministre de la Culture, l'écrivain Ferdinand Oyono. Ce compte est né comment? Nous sommes en plein désordre des droits d'auteur au Cameroun. Ça va dans tous les sens. Le ministre fait un constat simple. Il y a une misère généralisée au niveau des créateurs des œuvres de l'esprit. Je dis bien les créateurs des œuvres de l'esprit. Toutes tendances confondues. Alors, le ministre réfléchit. Comment faire pour que les artistes, les créateurs des œuvres de l'esprit se prennent en charge, qu'ils aient plus besoin de mendier? Parce que on avait l'impression que nous on mendie les finances, on mendie les aides, on mendie la production, à la limite même on mendiait la création. Et on se rendait à l'évidence que nous étions plus ou moins réduits à l'état de la mendicité culturelle dans notre propre pays. Il a réfléchi, il s'est dit, pour qu'un artiste qui veut produire une œuvre artistique, prenons le cas d'un musicien, il lui faut 10 millions pour préparer sa maquette. Quand tu as la maquette, tu peux faire écouter même à certains mécènes. Et le mécène, s'il écoute et qu'il voit que c'est une œuvre intéressante, de la financer. peut la financer. D'où il est allé lui-même expliquer au chef de l'État la nécessité qu'il y aurait à créer un compte spécial pour que lorsque l'artiste a besoin d'argent, que l'administration n'intervienne plus comme l'administration. D'abord, elle est lente, elle est budgétivore, elle est, comment dirais-je, c'est comme un monstre froid. Bien, il faut donc quelque chose de simple, quelque chose de rapide, quelque chose qui peut être fait en 3 temps, 2 mouvements, et l'artiste est aisé. Il a donc réussi à obtenir du président de la République la création d'un fonds spécial, de dotation spéciale. 2 milliards par an. Nonobstant le budget du ministère de la Culture, parce que ça ne rentre pas dans le budget du ministère. C'est un fonds, comme le dit, comme son nom l'indique, spécial. 2 milliards. Ensuite, il a mis en place une commission pour gérer ce fonds-là. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Qui existe jusqu'aujourd'hui. Ça existe, bien sûr. Ça existe. Même si je n'ai jamais bénéficié de ce fonds, mais ça existe. Des gars comme vous, comme nous, notre rôle est d'éclairer la jeunesse. Oui. Que tous ceux qui vous disent là ne sont pas avec nous, ne sont pas... c'est peut-être eux, vous avez cité des gens qui sont en poste aujourd'hui. Moi, je ne savais pas, par exemple, que l'État finance les écrans noirs. Jean-Claude Chilène, je vous remercie de vous être prêté à cet exercice, d'avoir accepté de participer à cette émission. Arrêt sur image. Priso Kunz, que vous venez de suivre dans cette émission, est décédé et a été inhumé il y a quelques heures ce jour, avant le démarrage de l'émission. Nous voulions vous faire partager cette triste nouvelle. Si je suis l'intervention de Koto, je dirais donc que c'est à travers des agissements comme ça. Toi, tu étais gendarme. Moi, j'étais gendarme. Avant qu'il soit il était présélectionné. Il touchait cette pension. Non, moi je n'ai pas touché de cette pension. Tu n'as pas touché de cette pension. J'étais présélectionné. Vous voyez que Epete dit qu'il avait loué une chambre à Yaoundé. Ça veut dire que être dans une équipe, ça veut dire que vous devez être dans une même localité et faire vos entraînements régulièrement. Donc si par exemple on a supprimé cette prime ou ce salaire, c'est parce qu'on s'est aperçu que il y avait des gens qui étaient à Douala. Parce qu'il était question que ces joueurs aillent vivre à Yaoundé. Nous espérons
que vous avez suivi avec un intérêt cette émission et que nous vous avons apporté des informations vous permettant d'avoir un jugement de valeur collant le plus possible à la réalité et comptons vous retrouver encore plus nombreux dans les prochaines éditions de la Tribune de l'Histoire. Car, comme toute chose, doit avoir une fin.